Le cri provenant du caniveau brisa le silence de la nuit. En regardant dedans, elle vit une fille couverte de peur et de boue. Elle ignorait que c'était le fils disparu d'un milliardaire. À partir de ce moment-là, sa vie simple ne serait plus jamais la même. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Les éclairs déchiraient le ciel de Paris comme des lames tranchantes, tandis qu'Élodie pressait le pas dans les rues inondées de Belleville. Ses chaussures, usées par tant de marches, émettaient des bruits étranges à chaque flaque qu'elle traversait. L'uniforme de l'hôpital, même protégé par son manteau léger, était complètement trempé. Après 12 heures à récurer couloirs et chambres, tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer chez elle, serrer son fils Lucas dans ses bras et se reposer. L'horloge de l'église marquait 9h30 du soir, lorsqu'elle décida de prendre un raccourci par la ruelle de la rue de Belleville. Les lumières des réverbères clignotaient, instables, créant des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. Élodie évitait toujours ce chemin, mais la pluie ne cessait pas et son fils était seul à la maison. Lucas, 10 ans, était un garçon responsable, mais son cœur de mère ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. C'est alors qu'elle entendit, entre le bruit de la pluie et le grondement lointain du tonnerre, un son différent parvint à ses oreilles. D'abord, elle crut que c'était juste le vent hurlant entre les vieux immeubles, mais il y avait autre chose, quelque chose qui fit son instinct maternel se réveiller immédiatement. Des pleurs, faibles, étouffés, mais incontestablement ceux d'un enfant. Élodie s'arrêta, tournant son corps pour localiser l'origine du bruit. L'eau ruisselait sur son visage, se mêlant à la sueur de sa journée de labeur. Les pleurs revinrent, plus clairs cette fois, provenant d'un tas de planches pourries près d'une bouche d'égout. Sans hésiter, elle s'approcha. Avec des mains tremblantes sous la pluie froide, elle commença à écarter les planches détrempées. Les pleurs devenaient plus distincts à chaque mouvement. Lorsqu'elle retira la dernière planche, son cœur faillit s'arrêter. Là, recroquevillée et couverte de boue, se trouvait une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses grands yeux effrayés se fixèrent sur Élodie, brillant d'un mélange de peur et d'espoir. « Papa » fut le seul mot qui s'échappa des lèvres tremblantes de l'enfant. Élodie n'hésita pas. Elle retira son manteau trempé et enveloppa la petite fille, la prenant dans ses bras avec précaution. L'enfant ne résista pas, bien au contraire. Elle s'agrippa à elle comme si sa vie en dépendait. Son petit corps glacé tremblait violemment, et Élodie pressa le pas vers chez elle, désormais animée par un but bien plus grand que simplement échapper à la pluie. Son esprit bouillonnait. De questions. Comment cette petite fille avait-elle pu se retrouver là? Pourquoi était-elle seule? Où étaient ses parents? Mais à ce moment-là, rien de cela n'importait. Ce qui comptait, c'était de sortir cet enfant du froid et de la pluie, de lui offrir sécurité et chaleur. Quand elle arriva enfin devant le petit étage où elle habitait, Élodie monta précipitamment les escaliers extérieurs, tenant la petite fille d'un bras tout en cherchant ses clés de l'autre main. Lucas ouvrit la porte avant même qu'elle ne les trouve, ses yeux marrons s'écarquillant à la vue de la scène. « Maman » demanda-t-il, sa voix mêlant surprise et curiosité. « Lucas, fais chauffer de l'eau pour un bain, s'il te plaît, et prends un de tes t-shirts propres » demanda Élodie en entrant dans la petite pièce qui servait aussi de cuisine. Le garçon, toujours sensible et serviable, ne posa pas d'autres questions. Il courut vers la salle de bain tandis qu'Élodie installait la petite fille sur une des chaises de la table. Sous la lumière jaunâtre de l'ampoule de la cuisine, elle put enfin mieux voir son visage. Malgré la saleté et la peur évidente, il y avait quelque chose de délicat et presque aristocratique dans ses traits. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda Élodie avec douceur, en écartant les mèches de cheveux mouillés du visage de l'enfant. « C'est Sophie » répondit-elle, sa voix encore tremblante. Lucas revint avec un t-shirt bleu plié dans les bras et annonça que l'eau chauffait. Élodie remarqua le regard que son fils posait sur la petite fille, une expression qu'elle connaissait bien. C'était le même regard qu'il avait lorsqu'il trouvait un animal blessé dans la rue et suppliait de s'en occuper. Pendant qu'Élodie préparait le bain de Sophie, Lucas resta dans la cuisine avec elle, gardant une distance respectueuse, mais ses yeux ne cessaient de l'observer avec une inquiétude sincère. Il y avait quelque chose de familier dans cette scène, comme si, d'une certaine manière, il comprenait parfaitement ce que c'était que d'avoir besoin d'aide et de trouver refuge.
« Tu aimes dessiner ?» demanda Lucas soudain, brisant le silence. Sans attendre de réponse, il courut dans sa chambre et revint avec un carnet de dessins et quelques crayons de couleur. Il les posa délicatement sur la table, près de Sophie. La petite fille regarda les outils avec intérêt, ses mains tremblant encore légèrement lorsqu'elle prit un crayon bleu. Elle commença à tracer des lignes douces sur le papier, et Lucas s'assit de l'autre côté de la table, fasciné par sa manière de dessiner. Il y avait une précision dans ses gestes qui ne correspondait pas à son âge. Élodie revint dans la cuisine et observa la scène un instant, le cœur serré en voyant comment les enfants avaient déjà établi une connexion silencieuse. « Le bain est prêt, ma chérie », annonça-t-elle doucement. Après le bain chaud et vêtu du t-shirt de Lucas, qui lui servait de robe improvisée, Sophie semblait être une autre enfant. Ses cheveux, maintenant propres, révélaient un châtain doré, et sa peau avait un teint de porcelaine qui contrastait avec les petites taches de rousseur sur son nez. Élodie prépara une soupe rapide avec les ingrédients qu'elle avait chez elle. Pendant que les enfants mangeaient, elle remarqua la façon dont Sophie tenait sa cuillère. Il y avait une élégance naturelle dans ses gestes qui trahissait une éducation raffinée. Ses soupçons sur les origines de la fillette grandissaient à chaque minute. « Sophie, ma chérie, peux-tu me dire où tu habites ? Tes parents doivent être très inquiets, » tenta Élodie, gardant une voix douce et calme. La fillette lâcha immédiatement sa cuillère, ses yeux se remplissant de larmes. « Je ne peux pas rentrer, » murmura-t-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Il va me retrouver. » Lucas, assis à côté d'elle, posa instinctivement sa main sur la sienne. « Personne ne te fera de mal ici, » dit-il avec une conviction surprenante pour son âge. « Ma mère protège toujours ceux qui ont besoin d'aide. » Élodie sentit un nœud dans sa gorge en entendant les mots de son fils. C'était vrai. Au fil des années, sa maison était devenue un refuge pour plusieurs personnes dans le besoin. Mais cette fois, c'était différent. Quelque chose dans le regard de Sophie évoquait une peur plus profonde, plus complexe. Après le dîner, Élodie improvisa un lit sur le canapé pour Sophie, utilisant des couvertures supplémentaires qu'elle gardait pour l'hiver. Lucas insista pour lui prêter son oreiller préféré, celui avec la taie de Superman qu'il avait reçu pour son dernier anniversaire. « Comme ça, tu auras des rêves de super-héros », expliqua-t-il sérieusement à Sophie, qui esquissa pour la première fois un petit sourire. Quand les enfants furent enfin endormis, Élodie alluma la petite télévision en gardant le volume bas. Le journal du soir passait, et elle avait besoin de se tenir informée. Peut-être y avait-il quelque chose sur un enfant disparu. C'est alors que le reportage commença. La photo de Sophie remplit l'écran, bien différente de la fillette effrayée qu'elle avait trouvée dans la ruelle. Sur la photo, elle portait une robe élégante et souriait timidement à l'objectif. Le titre la fit geler. L'héritière. De la famille Lefebvre toujours portée disparue. La police enquête sur un possible enlèvement. Le présentateur continua de parler, mais Élodie avait du mal à assimiler les mots. Des bribes d'informations traversèrent sa conscience. Seule héritière, fortune estimée à plusieurs millions, sous la tutelle de son oncle depuis le décès de sa mère, disparue depuis 3 jours. La caméra passa à une interview avec l'oncle de Sophie, Antoine Lefebvre, un homme grand et élégant vêtu d'un costume impeccable. Sa posture était maîtrisée, professionnelle, mais Élodie remarqua quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ne correspondait pas à l'inquiétude exprimée dans ses mots. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener Sophie à la maison », déclara-t-il au journaliste. « Elle est tout ce qui me reste de ma chère sœur. » Élodie regarda le canapé où Sophie dormait, enroulée dans la couverture, serrant l'oreiller de Superman. Les mots de la fillette résonnaient dans son esprit. « Il va me trouver. » Qui était « il » ? Pourquoi un enfant aurait-il si peur de son propre oncle ? Élodie n'avait pas pu dormir cette nuit-là. Assise dans le petit fauteuil de son salon, elle observait Sophie dormir tandis que son esprit travaillait sans relâche. La pluie s'était calmée en une fine bruine et les premiers rayons de soleil commençaient à filtrer à travers les interstices du rideau lorsqu'elle prit enfin sa décision. Elle se leva en silence et se rendit dans la chambre où elle gardait ses souvenirs. Au fond d'un tiroir, elle trouva un dossier jauni par le temps. À l'intérieur, des photographies et des coupures de journaux racontaient l'histoire d'un projet social qui avait changé sa vie il y a plus de 10 ans. Parmi les photos, une en particulier attira son attention. Elle, plus jeune, aux côtés d'une femme élégante au sourire doux.
Claire Lefebvre. Ses mains tremblèrent en tenant la photographie. Comment n'avait-elle pas reconnu cela plus tôt? Les mêmes yeux, la même forme du visage, Sophie était le portrait parfait de sa mère. Claire Lefebvre, la femme d'affaires qui avait créé la Fondation Nouvelle Aube, un projet offrant des opportunités de travail et d'études pour les femmes en situation de vulnérabilité. Élodie avait été l'une des premières bénéficiaires du projet. À l'époque, enceinte et seule, elle avait trouvé non seulement un emploi, mais aussi une amie en Claire. Elles avaient gardé contact par lettres pendant quelques années, jusqu'à ce que Claire cesse brusquement de répondre. Maintenant, Élodie comprenait pourquoi. Un bruit venant de la cuisine la ramena au présent. Lucas était déjà réveillé, préparant le petit déjeuner en prenant soin de ne pas faire trop de bruit. Élodie glissa la photo dans sa poche et alla l'aider. « Maman », chuchota Lucas en dressant la table, « Sophie peut rester avec nous? Elle a l'air si seule. » Élodie serra son fils dans ses bras, le cœur serré. Comment expliquer à un enfant de 10 ans les complexités de cette situation? Comment lui dire que la fillette qu'il considérait déjà comme une amie était en réalité l'héritière de l'une des plus grandes fortunes du pays? Sophie se réveilla peu après, ses yeux cherchant instantanément des menaces invisibles. En voyant Lucas lui sourire avec une assiette de pain beurré à la main, elle se détendit visiblement. « J'ai fait du café au lait aussi », annonça Lucas fièrement. « Ma mère dit que c'est le meilleur remède pour les jours difficiles. » Pendant le petit déjeuner, Élodie observait attentivement chaque réaction de Sophie. La jeune fille mangeait lentement, comme si elle savourait chaque moment de normalité. De temps en temps, son regard errait dans la cuisine simple avec une expression non pas de jugement, mais de fascination. « Sophie, » commença Élodie doucement, « j'ai connu ta mère. » La tasse que la jeune fille tenait trembla légèrement. Ses yeux, si semblables à ceux de Claire, se fixèrent sur Élodie avec une intensité surprenante. « Vous avez connu ma maman ?» Élodie sortit la photographie de sa poche et la montra à Sophie. La réaction fut immédiate. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de la jeune fille, tandis qu'elle touchait l'image avec des doigts tremblants. « Elle parlait toujours du projet, » murmura Sophie. Elle disait que c'était le travail le plus important qu'elle ait jamais fait. Lucas, qui observait la scène en silence, s'approcha de Sophie et, sans un mot, lui tendit son mouchoir Batman, celui qu'il gardait toujours dans sa poche pour les urgences. Ce geste si simple et pur fit changer quelque chose dans l'expression de Sophie. « Je peux vous dire quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Mais vous devez promettre de ne le répéter à personne. Surtout à l'oncle Antoine. » Élodie s'assit à côté des enfants, son cœur battant plus fort. « Tu peux nous faire confiance, ma chérie. » C'est alors que Sophie commença à parler, ses mots s'échappant comme une rivière retenue qui trouve enfin une brèche pour s'écouler. Elle raconta les changements survenus après le départ de sa mère, comment son oncle Antoine était devenu différent, à propos de la femme qui avait commencé à fréquenter la demeure. « Elle s'appelle Camille », continua Sophie, sa voix baissant encore. Elle était la fiancée de l'oncle Antoine, mais après le départ de maman, ils se sont beaucoup disputés. Je les entendais crier dans le bureau à propos de papiers et d'argent. Élodie écoutait attentivement, tandis que Lucas restait aux côtés de Sophie, offrant sa présence silencieuse comme soutien. La jeune fille semblait plus âgée en parlant, comme si le poids de ses secrets l'avait forcée à mûrir avant l'heure. La semaine dernière, Camille est venue me voir dans ma chambre. Elle a dit qu'elle savait que j'étais triste et voulait m'emmener me promener. Mais quand nous sommes arrivés à la voiture, Sophie s'arrêta, tremblante. Elle n'était plus la même personne. Elle s'est mise en colère, a dit que j'avais tout ruiné, que c'était à cause de moi que l'oncle Antoine ne voulait plus l'épouser. Lucas prit la main de Sophie, la serrant doucement. Le geste sembla donner à la jeune fille la force de continuer. Elle m'a emmené dans un endroit sombre, a dit que si je racontais à quelqu'un, il arriverait quelque chose de mal. Mais j'ai réussi à m'échapper quand elle était distraite au téléphone. J'ai couru longtemps, jusqu'à ne plus savoir où j'étais. Puis il s'est mis à pleuvoir. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. L'histoire de Sophie révélait bien plus qu'un simple cas d'enfant perdu. Il y avait une sombre intrigue impliquant de l'argent, du pouvoir et des personnes prêtes à blesser une enfant innocente. À ce moment-là, la télévision, toujours allumée à faible volume, attira l'attention de tous. C'était un autre reportage sur la disparition de Sophie, mais cette fois, il montrait une femme élégante,
aux cheveux parfaitement coiffés et au maquillage impeccable, Camille Dubois. « Nous sommes tous dévastés par la disparition de la petite Sophie », déclarait-elle face aux caméras, sa voix chargée d'une émotion qui n'atteignait pas ses yeux. « En tant qu'ex-fiancée d'Antoine et proche de la famille, je demande à toute personne ayant des informations de contacter les autorités. » Sophie se recroquevilla en voyant l'image de Camille, cachant son visage contre l'épaule de Lucas. Élodie éteignit rapidement la télévision, son esprit travaillant dans plusieurs directions à la fois. L'oncle Antoine a changé tous. Les codes des coffres après le départ de maman, poursuivit Sophie, parlant maintenant plus vite comme si elle devait tout révéler. Il passe des heures dans son bureau avec le docteur Dubois, le père de Camille. Il parle de documents importants, de transferts. Élodie fronça les sourcils. Docteur Dubois, l'avocat de la famille, expliqua Sophie. Il est toujours là, même le week-end. Une fois, je l'ai vu prendre des papiers dans le coffre quand l'oncle Antoine n'était pas là. Camille lui avait donné le code. Le son de la sonnette coupa la conversation comme un couteau. Lucas sursauta, effrayé, tandis que Sophie restait paralysée par la peur. Élodie se leva calmement, faisant signe aux enfants de se taire. À travers l'œil de bœuf de la porte, elle aperçut une silhouette familière, Marie, sa voisine du dessous, une dame qui apportait toujours du pain maison le dimanche. Élodie. « Ma chérie », appela Marie de l'autre côté de la porte. « As-tu vu le journal aujourd'hui? Il y a quelque chose que tu dois voir. » Le cœur battant, Élodie entr'ouvrit la porte juste assez pour prendre le journal que Marie lui tendait. À la première page, outre l'article concernant Sophie, il y avait une petite photo qui lui glaça le sang. C'était une vieille photo du docteur Dubois, beaucoup plus jeune, aux côtés de son père. Le titre annonçait « Ancien lien ». L'avocat de la famille Lefebvre a plaidé dans une affaire controversée il y a 20 ans. Élodie reconnut immédiatement ce visage. Comment aurait-elle pu oublier l'homme qui avait détruit sa famille? 2 décennies plus tôt, le même avocat qui avait manipulé des preuves pour obtenir le licenciement injustifié de son père, le conduisant à perdre tout ce qu'il avait bâti après une vie de travail honnête. Élodie ferma doucement la porte, ses mains tremblantes serrant le journal. Les souvenirs qu'elle avait tenté d'ensevelir depuis si longtemps refaisaient surface avec une intensité brutale. Elle revit son père rentrant à la maison ce jour funeste, le visage marqué non par des larmes, mais par une expression de défaite qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Le docteur Dubois avait tout orchestré méticuleusement. Documents falsifiés, témoins achetés, un tissu de mensonges si bien construit que son père, un homme honnête ayant travaillé 30 ans, dans la même entreprise, n'avait pu se défendre. La famille avait tout perdu, la maison presque payée, l'assurance santé qui couvrait les médicaments de sa mère, la dignité patiemment construite au fil des décennies. Maman, la voix de Lucas, la ramena au présent. Lui et Sophie la regardaient avec inquiétude. « Ça va ?» Élodie plia le journal et le rangea dans le tiroir du buffet. Ce n'était pas le moment de se perdre dans de vieilles rancœurs. Il y avait des décisions importantes à prendre et elle devait réfléchir clairement. « Oui, mon chéri, » répondit-elle en forçant un sourire. « Sophie, j'ai besoin que tu me dises plus sur les documents que tu as vus au bureau de ton oncle. » La jeune fille mordit sa lèvre pensive. « Il y en a un spécial. Maman me l'a montré une fois avant de partir. Elle a dit qu'il était très important et qu'il était caché dans un endroit secret. »« Quel endroit ?» demanda Élodie doucement. « Derrière le portrait de grand-mère, il y a un petit coffre. Seule maman le savait. Elle me l'a montré une fois quand oncle Antoine était en voyage. Elle a dit que c'était notre protection. » Élodie se rassit à la table de la cuisine, son esprit travaillant rapidement. S'il y avait un document important caché, quelque chose que Claire avait voulu garder secret de son propre frère, c'était peut-être la clé pour comprendre toute cette situation. Le bruit des sirènes au loin fit sursauter Sophie. Lucas lui prit immédiatement la main, un geste qui semblait être devenu naturel entre eux en si peu de temps. « Je ne laisserai personne t'emmener », déclara-t-il avec la même conviction qu'auparavant. Élodie savait qu'il ne pouvait pas continuer à se cacher indéfiniment. Tôt ou tard, quelqu'un ferait le lien, une femme de ménage d'un hôpital public qui tombe par hasard sur l'héritière disparue. C'était une question de temps avant que les questions ne commencent. C'est alors qu'une idée commença à se former dans son esprit.
C'était risqué, cela pouvait mal tourner, mais c'était peut-être la seule façon de protéger Sophie et de révéler la vérité en même temps. « Les enfants, appela-t-elle d'une voix ferme mais douce, il faut que vous me fassiez confiance. Je vais faire quelque chose qui peut sembler effrayant au début, mais je vous promets que c'est pour nous protéger tous. » Sophie la regarda avec ses yeux si semblables à ceux de Claire. « Tu vas me livrer à mon oncle Antoine ?»« Non, ma chérie. Je vais faire quelque chose de très différent. Je vais aller voir ton oncle, oui, mais pas pour te livrer. Je vais l'aider à voir la vérité qui est devant lui. » Élodie prit son vieux téléphone et composa un numéro qu'elle avait mémorisé la veille en regardant les reportages. Le numéro de l'entreprise Lefebvre, qui apparaissait dans tous les articles demandant des informations sur Sophie. « S'il vous plaît, dit-elle, lorsqu'une voix répondit à l'autre bout, « Je dois parler à Monsieur Antoine Lefebvre. Dites-lui qu'il s'agit de sa sœur, Claire, et d'un coffre derrière le portrait de Madame Lefebvre. » Il y eut un long silence au bout du fil, suivi de bruits de mouvement. Quand la voix masculine retentit enfin, elle était grave et tendue. « Ah, qui est à l'appareil ? » « Je m'appelle Élodie Souza. J'ai connu votre sœur il y a plusieurs années, au projet Nouvelle Aube. Et maintenant, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement. Il y a des gens proches de vous qui ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. » Le bâtiment de l'entreprise Lefebvre se dressait imposant au cœur du quartier financier de Paris, ses vitres reflétant le ciel encore nuageux du matin. Élodie, vêtue de son seul ensemble professionnel, une jupe noire et un blazer, bleu marine acheté en solde 2 ans plus tôt, serrait fermement son sac usé tout en traversant le hall de marbre. Elle avait laissé les enfants chez Madame Marie, sa voisine de confiance. Lucas avait promis de ne pas quitter Sophie d'une seconde, et la petite fille, bien que visiblement nerveuse, semblait plus calme en présence de son amie. « Madame Souza ?» Une secrétaire élégante l'aborda dès qu'elle sortit de l'ascenseur au dernier étage. « Monsieur Lefebvre vous attend. » En entrant dans le bureau, Élodie fut immédiatement frappée par la vue panoramique sur la ville. Antoine Lefebvre se tenait près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, dégageant une aura de pouvoir et de contrôle qui donnait l'impression que le bureau était trop petit pour lui. « Madame Souza », fit-il en se retournant, son regard l'examinant intensément. « Je dois avouer que votre appel m'a pris par surprise. Peu de gens connaissent l'existence de ce coffre précis. » Élodie maintint une posture ferme, se rappelant le conseil que sa mère lui répétait toujours. « Garde la tête haute, même lorsque tes jambes tremblent. Monsieur Lefebvre, avant toute chose, vous devez savoir que votre nièce est en sécurité. » L'homme d'affaires fit un pas en avant, son expression changeant instantanément. « Vous savez où se trouve Sophie ? » ?»« Oui, et elle va bien. Mais il y a des choses que vous devez savoir avant de la voir. » Élodie marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Votre ex-fiancée, Camille, elle n'est pas celle que vous croyez. » Antoine fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit. Camille Dubois entra, le claquement de ses talons résonnant sur le sol en marbre. Un instant, son visage parfaitement maquillé trahit la surprise en apercevant Élodie, mais elle se reprit aussitôt. « Antoine, mon chéri, je ne savais pas que tu avais de la visite, » dit-elle d'une voix doucereuse contrastant avec l'éclat froid de son regard. Et Élodie sentit tous ses instincts s'alarmer. Affronter Camille si tôt ne faisait pas partie de son plan, mais elle n'avait plus le choix. « Madame Dubois, » commença-t-elle, gardant la voix ferme, « quelle coïncidence de vous trouver ici. Sophie m'a beaucoup parlé de vous. » Le sourire de Camille se figea une fraction de seconde. « Pardon, mais qui êtes-vous ?»« Quelqu'un qui a connu Claire, » répondit Élodie, se tournant vers Antoine. « Quelqu'un qui sait que votre sœur n'aurait jamais confié sa fortune à des personnes en qui elle n'avait pas une confiance absolue. » Antoine s'approcha de son bureau, son visage maintenant masqué par l'inquiétude. « De quoi parlez-vous exactement ?»« Du document dans le coffre secret. Celui que Claire a caché parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à tout son entourage. » Élodie sortit de son sac la vieille photo avec Claire. « Ta sœur m'a beaucoup appris sur l'écoute de mes instincts. Et aujourd'hui, ces mêmes instincts me disent qu'il y a des personnes dans cette pièce qui n'ont pas les meilleures intentions pour Sophie. » Camille rit, un son artificiel qui n'atteignit pas ses yeux. « Antoine, tu ne vas pas croire cette employée d'hôpital, si? C'est évident qu'elle essaie d'obtenir de l'argent. »« Comment savez-vous où je travaille ?» demanda Élodie doucement. « Je n'en ai jamais parlé. » Le silence qui suivit
fut assourdissant. Antoine regardait l'une puis l'autre, des années de confiance commençant à s'effriter sous ses yeux. « Camille, dit-il lentement, comment savais-tu où elle travaillait ?» C'est à ce moment que la porte s'ouvrit à nouveau et le docteur Dubois entra précipitamment dans le bureau. En apercevant Élodie, son visage vieilli blêmit visiblement. « Vous ?» s'exclama-t-il, sa voix trahissant une reconnaissance qui n'aurait pas dû exister. Le docteur Dubois tenta de reprendre une posture professionnelle, mais le mal était fait. Son moment de reconnaissance avait confirmé tous les soupçons d'Élodie. « Antoine, » dit Élodie, les yeux rivés sur l'homme d'affaires, « votre avocat me reconnaît parce qu'il y a 20 ans, il a détruit la vie de mon père. Et aujourd'hui, il s'apprête à faire la même chose avec votre nièce. » Camille se précipita vers la porte, mais Antoine fut plus rapide. « Personne ne quitte cette pièce avant que nous ayons compris exactement ce qui se passe ici. »« C'est ridicule, » protesta le docteur Dubois, ajustant sa cravate de luxe avec des doigts tremblants. « Cette femme essaie manifestement de nous manipuler. C'est probablement une tentative d'extorsion. » Élodie ouvrit à nouveau son sac et en sortit le journal que Marie lui avait remis. « La presse commence déjà à faire les liens, docteur Dubois. Combien d'autres affaires comme celle de mon père avez-vous manipulées au fil des années? Combien de familles avez-vous détruites pour servir vos clients privilégiés ?» Antoine prit le journal, ses yeux parcourant rapidement l'article. Son visage changea peu à peu, la méfiance laissant place à une douloureuse compréhension. « Arasu, les documents que vous avez demandés ces dernières semaines, dit-il lentement, se tournant vers son avocat. Les modifications au testament de Claire que vous insistiez pour dire nécessaires, elles l'étaient. » Camille l'interrompit, son masque de calme se fissurant enfin. « Tu crois vraiment pouvoir gérer tout cet empire seul? Tu avais besoin de moi, Antoine. De nous. »« De vous ?» Antoine demanda, sa voix chargée d'une colère contenue. « Ou aviez-vous besoin de quelqu'un à manipuler pendant que vous détourniez l'héritage de ma nièce ?» Élodie observait la scène se dérouler, percevant l'instant précis où Antoine commença à assembler les pièces du puzzle. Elle voyait dans ses yeux le même regard que Sophie avait eu, celui de quelqu'un qui perce enfin la vérité derrière un mensonge élaboré. « Où est ma nièce ?» demanda-t-il en se tournant vers Élodie. « Dans un endroit sûr, » répondit-elle, « avec quelqu'un qui la protège non par intérêt, mais par compassion, la même compassion dont ta sœur a fait preuve en créant le projet Nouvelle Aube. » Antoine s'approcha du grand portrait au mur, celui de sa mère. Avec précaution, il le retira, révélant le petit coffre-fort que Sophie avait mentionné. Camille fit un pas en avant, mais s'arrêta en voyant le regard d'avertissement d'Antoine. « Claire a toujours été la plus intelligente de nous deux, » murmura-t-il, ses doigts actionnant le mécanisme de la serrure. Elle savait que quelque chose comme cela pourrait arriver. Le coffre s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunie par le temps, scellée du symbole de la famille Lefebvre. Antoine l'ouvrit délicatement, ses yeux parcourant les pages avec une émotion grandissante. « C'est un testament, dit-il enfin. Pas celui qui est enregistré chez le notaire, mais un document personnel de Claire. Elle... » Sa voix faiblit. Un instant, elle avait tout prévu. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Claire Lefebvre avait été bien plus qu'une simple bienfaitrice. C'était une femme qui voyait au-delà des apparences, qui planifiait non seulement pour le présent, mais pour un futur qu'elle ne verrait peut-être jamais. Elle précise « Ah si », poursuivit Antoine, sa voix désormais plus ferme, qu'en cas de disparition, elle souhaitait que Sophie soit élevée par quelqu'un qui partage ses valeurs, quelqu'un qui comprenne le vrai sens de la famille et de la justice. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Élodie, et à cet instant, une compréhension silencieuse passa entre eux. Les mots de Claire, écrits des années auparavant, semblaient résonner dans le luxueux bureau. La vraie richesse n'est pas dans les coffres des banques, mais dans le cœur des gens. Camille laissa échapper un rire nerveux, brisant ce moment de réflexion. Vous ne pouvez pas être sérieux. Un testament informel, cela n'a aucune valeur juridique. Peut-être pas, répondit Antoine, sa voix calme mais ferme, mais il a une valeur morale. Et c'est suffisant pour me faire voir ce que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Il se dirigea vers son bureau et appuya sur l'interphone. Sandrine, appelez la sécurité et la police corporative, s'il vous plaît, et contactez immédiatement notre département juridique.
Le docteur Dubois fit un pas en avant, le visage rouge de colère. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des contrats, des accords. »« Des contrats basés sur des mensonges », l'interrompit Antoine. « Combien avez-vous reçu pour falsifier les documents de l'entreprise? Combien Camille vous a-t-elle promis sur le patrimoine de Sophie ?» Élodie observait la scène avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Son instinct lui disait que ce moment de confrontation n'était que le début d'un long chemin de révélation. « Monsieur Lefebvre, dit-elle doucement, il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose que Sophie m'a confié sur les jours passés avec Camille. » Tandis qu'Élodie racontait les événements ayant conduit à la fuite de Sophie, l'expression d'Antoine se transformait. Le masque de l'homme d'affaires calculateur laissait place à celui d'un oncle qui comprenait enfin la terreur vécue par sa nièce. « Elle est avec votre fils, n'est-ce pas ?» demanda-t-il soudain. « Le garçon sur cette vieille photo avec vous est clair. » Élodie hocha la tête. « Lucas, ils avaient développé une connexion spéciale. Il l'avait protégée dès le premier instant, sans savoir qui elle était, sans rien demander en retour. » La porte du bureau s'ouvrit et 2 gardes entrèrent accompagnés d'une femme en costume qu'Élodie supposa être du service juridique. Camille tenta une fois de plus de se diriger vers la sortie, mais en fut empêchée. « Arrêtez ces 2-là, ordonna Antoine, pointant du doigt Camille et son père, « et appelez la police. Nous avons une tentative d'enlèvement et une fraude à signaler. » Tandis que les gardes escortaient Camille et le docteur Dubois hors du bureau, Antoine se tourna vers Élodie. Son expression s'était considérablement adoucie. « Tu aurais pu demander de l'argent, dit-il. Tu aurais pu utiliser Sophie comme monnaie d'échange. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Élodie sourit, pensant à son petit appartement, aux factures toujours serrées, aux heures supplémentaires à l'hôpital. « Parce que ta sœur m'a appris qu'il existe des choses plus précieuses que l'argent. Elle m'a donné une chance quand j'en avais le plus besoin. Elle m'a montré que j'avais de la valeur au-delà de ma condition sociale. » Antoine s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait en contrebas. Claire disait toujours que la richesse sans but était comme un jardin sans fleurs, beau de loin mais sans vie de près. Il se retourna vers Élodie, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. « J'aimerais rencontrer ton fils, et si tu le permets, j'aimerais vous faire une proposition, pas comme une récompense, mais comme une façon d'honorer l'héritage. » De ma sœur, Élodie sentit son cœur s'emballer. Quel genre de proposition? Le projet Nouvelle Aube est pratiquement à l'abandon depuis le départ de Claire. Je n'ai jamais eu le courage de le poursuivre seul. Mais maintenant, en voyant comment tu as protégé Sophie, comment ton fils l'a accueillie, peut-être est-il temps de redonner vie au rêve de Claire. Il prit le téléphone et commença à composer un numéro. « Je vais envoyer mon chauffeur chercher les enfants. Il est temps de commencer à reconstruire cette famille. Correctement, cette fois. » Élodie observa Antoine pendant qu'il passait son appel, son esprit vagabondant vers Lucas et Sophie. 2 enfants qui, en moins de 2 jours, avaient prouvé que la famille va bien au-delà des liens du sang. C'était comme Claire le disait toujours, parfois les plus grands trésors se trouvent dans les endroits les plus inattendus. La voiture de fonction des Lefebvre s'arrêta doucement devant le petit immeuble où Élodie vivait. Antoine insista pour l'accompagner, même lorsqu'elle suggéra qu'il serait peut-être mieux qu'il attende au bureau. « Je dois faire ça correctement, » dit-il en montant les escaliers. « Je dois montrer à Sophie que j'ai changé. » Quand ils arrivèrent à l'appartement, Madame Marie ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'homme d'affaires élégant aux côtés d'Élodie, mais sa surprise fit vite place à un sourire compréhensif. « Les enfants sont dans la chambre de Lucas, » informa-t-elle à voix basse. « Ils ont passé toute la matinée à dessiner. Cette petite a un talent particulier avec les couleurs. » Élodie fit un geste pour qu'Antoine la suive. En approchant de la porte de la chambre, ils entendirent les voix des enfants absorbés dans un jeu. Antoine s'arrêta, sa main tremblant légèrement en touchant la poignée. « Va-t-elle me pardonner ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Élodie. « Les enfants ont une capacité incroyable à pardonner, » répondit doucement Élodie, « surtout quand ils sentent que le regret est sincère. » Quand ils ouvrirent la porte, la scène qui s'offrit à eux fit geler Antoine sur place. Sophie et Lucas étaient assis par terre, entourés de dizaines de dessins. Mais ce n'étaient pas des dessins ordinaires. C'étaient des portraits de la famille Lefebvre,
dont un particulièrement émouvant de Claire, souriant exactement comme sur la photo qu'Élodie avait montrée. « Oncle Antoine ?» La voix de Sophie était petite, hésitante, mais il n'y avait pas de peur dedans. Antoine s'agenouilla lentement, gardant une distance respectueuse. « Sophie, ma chérie, tu me pardonnes? J'ai été si aveugle. » La petite fille regarda Lucas, comme pour chercher confirmation que tout allait bien. Le garçon hocha légèrement la tête, un petit sourire aux lèvres. « Maman disait toujours que parfois les bonnes personnes font des mauvais choix parce qu'elles sont tristes ou perdues, » dit Sophie, sa voix prenant de l'assurance. « Tu étais triste et perdu, n'est-ce pas ?» Antoine ne put retenir ses larmes. « Je l'étais, beaucoup. Après le départ de ta mère, je me suis perdu. J'ai laissé les mauvaises personnes s'approcher. J'ai fait confiance à ceux à qui je n'aurais pas dû. » Lucas, qui jusqu'alors observait en silence, se leva et ramassa un des dessins par terre. C'était une illustration colorée montrant 4 personnes main dans la main. Lui, sa mère, Sophie et Antoine. « On l'a fait pour toi, » dit-il en tendant le papier à Antoine. « Sophie a dit que tu aimerais parce qu'on y est tous ensemble. » Antoine prit le dessin avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant chaque détail. Élodie remarqua à quel point il semblait particulièrement touché par la façon dont les enfants les avaient représentés tous souriants, unis, comme une vraie famille. « Tout va bien maintenant ?» demanda Sophie, sa voix mêlant espoir et prudence. « Camille, elle ne reviendra plus ?»« Non, ma chérie. Plus jamais, » assura Antoine, sa voix ferme pour la première fois depuis leur entrée dans la pièce. Elle et son père ne pourront plus faire de mal à personne. Élodie observait l'interaction, le cœur rempli d'émotion. C'était comme si elle assistait à la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose dont Claire avait rêvé, une famille unie non par obligation ou intérêt, mais par un véritable amour. Oncle Antoine, poursuivit Sophie, maintenant plus enthousiaste, « Tu savais que la mère de Lucas fait la meilleure soupe du monde et qu'il a toute une collection de super-héros et que… » Les mots de la petite fille coulaient avec un enthousiasme grandissant, comme si un barrage de joie contenue venait enfin de se rompre. Antoine écoutait chaque mot avec une attention totale, ses yeux brillant d'un mélange de regret et de gratitude. Lucas, quant à lui, s'était rapproché de sa mère, l'enlaçant par la taille tout en observant la scène. « Maman, » murmura-t-il, « on peut être une vraie famille maintenant. » Élodie embrassa le sommet de la tête de son fils, ressentant une émotion profonde, en réalisant que, d'une certaine manière, le rêve de Claire Lefebvre se réalisait d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. La graine de bonté qu'elle avait plantée des années auparavant fleurissait enfin, unissant des vies que le destin avait séparées. L'après-midi avançait lentement, le soleil d'hiver projetant des ombres dorées à travers la fenêtre du petit appartement. Madame Marie avait préparé du chocolat chaud pour tout le monde, et ils étaient maintenant assis dans le salon simple mais chaleureux, planifiant les prochaines étapes. Le projet Nouvelle Aube, expliquait Antoine, tenant sa tasse à 2 mains, était la fierté de Claire. Elle croyait que transformer des vies ne consistait pas seulement à donner de l'argent, mais à créer de réelles opportunités de croissance. Élodie approuva, se remémorant les formations professionnelles, les crèches pour les mères, active, le soutien psychologique. C'était plus qu'un projet social, dit-elle. C'était un réseau de soutien qui a changé la vie de centaines de femmes. Et maintenant, poursuivit Antoine, regardant Élodie avec insistance, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne cette vision pour aider à le revitaliser, quelqu'un qui a vécu cette transformation et sache exactement ce dont les autres ont besoin. Les enfants qui jouaient avec des dessins sur le tapis s'arrêtèrent pour écouter. Lucas regarda sa mère avec une fierté évidente sur le visage. « Vous me proposez un emploi ?» demanda Élodie, sa voix trahissant sa surprise. « Je propose un partenariat », corrigea Antoine. « Je veux que vous soyez la directrice exécutive du projet. Vous connaissez les besoins réels des gens. Vous avez l'expérience pratique et surtout, vous avez le cœur au bon endroit. » Élodie sentit ses mains trembler légèrement. C'était une opportunité qui changerait complètement sa vie, mais il y avait quelque chose de plus important à considérer. « Et les enfants ?» demanda-t-elle, regardant Lucas et Sophie, désormais captivés par la conversation des adultes. Antoine sourit,
un sourire sincère qui illumina son visage fatigué. « J'y ai déjà pensé. Il y a un appartement libre dans le même immeuble que le mien. C'est la suite à côté de la mienne. Claire disait toujours qu'elle voulait en faire un foyer pour quelqu'un de spécial. « Une suite !» s'exclama Lucas, les yeux écarquillés. « On pourra y vivre ?» « Si ta mère accepte, » répondit Antoine, regardant Élodie avec espoir. « Comme ça, Sophie pourra vous avoir près d'elle quand elle le voudra et vous pourrez gérer le projet plus facilement. » Sophie bondit sur ses pieds, les yeux brillants d'excitation. « S'il te plaît, tante Élodie. Comme ça, Lucas pourra aller à la même école que moi et on pourra étudier ensemble et jouer tous les jours. » Élodie regarda son fils vibrant d'impatience, puis Sophie, qu'elle considérait déjà comme sa nièce, et enfin Antoine, qui attendait sa réponse avec un mélange d'espoir et d'anxiété. « À une condition, dit-elle enfin d'une voix ferme, mais douce. Le projet doit être exactement comme Claire l'a rêvé, sans bureaucratie inutile, sans exigences impossibles. Nous devons vraiment faire la différence dans la vie des gens. » Antoine lui tendit la main. « Vous avez ma parole, et pour en être sûr, je veux que vous ayez une totale autonomie pour prendre les décisions nécessaires. » Quand Élodie serra la main d'Antoine scellant cet accord, elle eut l'impression que Claire était là, souriante et approbatrice. C'était comme si un cercle se refermait. La femme qui avait reçu de l'aide des années auparavant était désormais en position d'aider les autres. « Alors, demanda Lucas, la voix débordante de joie, ça veut dire qu'on est une famille maintenant ?» Sophie n'attendit pas la réponse. Elle courut embrasser Lucas, puis Élodie et enfin son oncle. « La meilleure famille !» déclara-t-elle avec l'assurance propre aux enfants. « Maman disait toujours que la famille, c'est celle qu'on choisit, avec le cœur. » Élodie observa les enfants en liesse, Antoine souriant sincèrement pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, et Madame Marie essuyant discrètement une larme du coin de l'œil. C'était plus qu'une fin heureuse, c'était un nouveau départ, bâti sur les fondations d'amour, de confiance et d'espoir que Claire avait laissé comme son véritable héritage. Le déménagement eut lieu un dimanche matin, 2 semaines après cet après-midi révélateur. Élodie regardait les quelques meubles qu'elle possédait être chargés dans le camion, chaque pièce racontant une histoire de lutte et de victoire. Lucas rayonnait, courant dans tous les sens, avec ses cartons de jouets et de livres, impatient de découvrir son nouveau chez lui. Le nouvel appartement dépassait tout ce qu'Élodie aurait pu imaginer. Le duplex occupait tout le dernier étage de l'élégant immeuble du Marais, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Mais ce n'était pas le luxe qui la touchait, c'était la chaleur qu'Antoine et Sophie avaient mis tant d'efforts à insuffler au lieu. « Regarde, maman !» cria Lucas en courant dans le couloir. « Ma chambre a un grand bureau et même une étagère spéciale pour mes livres de super-héros. » Sophie le suivit de près, tout aussi excitée. « Et il y a une porte qui mène directement chez moi. » Oncle Antoine a fait construire une passerelle entre les deux duplex. Élodie sourit, émue par l'attention qu'Antoine avait portée à chaque détail. Il ne leur offrait pas seulement un logement, il leur créait un véritable foyer. « Élodie ?» La voix d'Antoine la ramena à la réalité. Il était debout à la porte, tenant une mallette élégante. « Désolé de vous interrompre pendant le rangement, mais j'ai pensé que vous aimeriez voir cela. » Dans la mallette se trouvaient les premiers projets pour la revitalisation de Nouvelle-Aube. Des plans pour de nouveaux centres de formation, des propositions de partenariat avec des entreprises pour des programmes de stage, des projets pour étendre les services médicaux et psychologiques. « C'est » commença Élodie, émue. « Le rêve de Claire », compléta Antoine. « Mais maintenant avec votre touche spéciale. J'ai remarqué que vous aviez déjà fait plusieurs annotations sur les projets préliminaires. » C'était vrai. Élodie avait passé des nuits à étudier chaque aspect du projet, identifiant des points à améliorer, des zones nécessitant plus d'attention. Son expérience en tant que bénéficiaire du programme original lui donnait une perspective unique sur ce qui fonctionnait réellement. « Demain est votre premier jour officiel en tant que directrice, » poursuivit Antoine. « L'équipe est impatiente de vous rencontrer. Claire disait toujours que les meilleurs leaders sont ceux qui ont déjà parcouru le chemin qu'ils veulent aider les autres à traverser. » Les enfants revinrent en courant dans le salon, accompagnés cette fois par une dame élégante qu'Élodie reconnut comme Madame Carmen, l'ancienne gouvernante de la famille Lefebvre. « Mademoiselle. » Enfin, Élodie sourit. Madame Carmen se reprenant.
Le déjeuner est servi, j'ai préparé cette lasagne dont Sophie m'a dit que Lucas adore. Mais comment commença à demander Élodie. C'est moi qui lui ai dit, expliqua Sophie fière. Tu te souviens quand on a mangé de la lasagne chez Madame Marie? Lucas en a pris 3 parts. Le groupe se dirigea vers la salle à manger, où une table magnifiquement dressée les attendait. C'était surréaliste pour Élodie, moins d'un mois plus tôt, elle se souciait de faire durer ses courses jusqu'à la prochaine paie. Maintenant, elle était là, sur le point de commencer une nouvelle phase de sa vie, avec une famille qui s'était formée de la manière la plus inattendue. Avant de commencer, dit Antoine, se levant avec un verre de jus à la main, je voudrais porter un toast. Claire disait toujours que la vie a une façon particulière de réunir les bonnes personnes au bon moment. Lucas leva son verre de jus de raisin, faillit le renverser dans son enthousiasme. « À notre famille », déclara-t-il avec un sourire radieux. « À notre famille », répétèrent-ils tous à l'unisson. Élodie observa cette scène. Son fils, heureux, Sophie enfin détendue et souriante, Antoine paraissant plus jeune et léger, Doña Carmen les regardant avec une tendresse maternelle et ressentit une profonde certitude que Claire, où qu'elle soit, souriait elle aussi. Le siège du projet Nouvelle Aube occupait un bâtiment historique rénové en plein cœur de la ville. Ce lundi matin, Élodie gravissait les marches de l'entrée principale, vêtue d'un tailleur bleu marine qu'Antoine avait insisté pour lui offrir. Une directrice exécutive doit s'habiller comme telle, avait-il dit. Le hall était rempli de femmes, certaines employées, d'autres bénéficiaires du programme. Toutes s'arrêtèrent pour observer quand Élodie entra, accompagnée d'Antoine. Beaucoup la reconnurent de l'époque où elle-même fréquentait le projet. « Bonjour à tous », commença Antoine, d'une voix claire et assurée. « Je voudrais vous présenter officiellement notre nouvelle directrice exécutive, Élodie Souza. Beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, et c'est précisément pour cela qu'elle est la personne idéale pour diriger Nouvelle Aube dans cette nouvelle phase. » Une femme plus âgée qu'Élodie reconnut comme Madame Jeanne, l'une des premières bénéficiaires du projet, s'approcha les larmes aux yeux. « Je le savais, » dit-elle en l'étreignant. « Quand tu es venu ici pour la première fois, il y a tant d'années, Claire m'a dit « Observe cette jeune femme, Jeanne. Un jour, elle accomplira de grandes choses. » La matinée passa dans un tourbillon de réunions, présentations et planifications. Élodie découvrit que son expérience en organisation, acquise après des années à jongler entre travail et éducation seule d'un enfant, était extrêmement précieuse dans son nouveau poste. Pendant le déjeuner, elle reçut un message de Lucas. Il avait envoyé une photo de lui et Sophie, tous deux portant l'uniforme du lycée Henri IV, où ils étudiaient désormais ensemble. « Premier jour incroyable, maman. Sophie est la meilleure partenaire pour les TP de sciences. » Élodie sourit, sentant son cœur s'emplir de chaleur. L'adaptation des enfants avait été étonnamment facile. Lucas, toujours sociable, s'était déjà fait des amis dans sa nouvelle école, et sa présence aidait Sophie à se sentir plus en confiance. L'après-midi, lors d'une réunion avec l'équipe d'assistance sociale, Élodie présenta sa première grande proposition, un programme de mentorat où d'anciennes bénéficiaires, désormais épanouies dans leur carrière, guideraient les nouvelles arrivantes. « C'est un cercle de soutien », expliqua-t-elle, d'une voix ferme et passionnée. Quand on reçoit de l'aide et qu'on parvient à transformer sa vie, la meilleure façon de rendre l'appareil est de tendre la main à son tour. Antoine, qui assistait à la présentation au fond de la salle, sourit avec approbation. C'était exactement ainsi que Claire imaginait le projet, un mouvement continu de transformation et de gratitude. En fin de journée, alors qu'elle rangeait son nouveau bureau, Élodie trouva une enveloppe qui n'était pas là auparavant. À l'intérieur se trouvait une vieille photo, elle et Claire, le jour de leur remise de diplôme technique, souriant toutes les deux à l'appareil, accompagnées d'un mot écrit à la main par Antoine. Claire a toujours gardé cette photo, sur son bureau. Maintenant, c'est à toi qu'elle revient. Elle serait si fière de te voir ici. Élodie plaça la photo dans un cadre, à côté d'une plus récente avec Lucas, Sophie et Antoine. Passé et présent, réunis dans un même espace, traçant un chemin de transformation qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son téléphone vibra avec un nouveau message. C'était une photo des enfants avec Madame Carmen, tous souriants dans la cuisine du duplex. « On fait des brigadeiros pour fêter ton premier jour », disait le message.
Regardant par la fenêtre de son bureau, Élodie voyait le coucher de soleil peindre le ciel de Paris de teintes roses et orangées. C'était le même ciel qu'elle observait des années auparavant quand elle rentrait épuisée après de longues journées à l'hôpital. Mais désormais, ce ciel ne marquait plus la fin d'une journée de labeur. C'était le début d'un nouveau chapitre, un que Claire avait, d'une certaine manière, préparé pour elle bien longtemps auparavant. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Élodie avait pris la direction du Nouvel Aube. L'automne arrivait à Paris, apportant avec lui des vents de changement qui dépassaient largement la température. Dans la salle de réunion du projet, Élodie présentait les résultats du premier trimestre au conseil d'administration. En 90 jours, expliqua-t-elle, en affichant graphiques et photos sur l'écran, nous avons triplé le nombre de femmes accompagnées. Le programme de mentorat compte désormais 50 anciennes bénéficiaires comme formatrices et notre taux d'insertion professionnelle atteint 85%. Antoine, assis à la tête de la table, ne pouvait cacher sa fierté. Le projet non seulement avait ressuscité, il surpassait toutes les attentes initiales de Claire. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire, poursuivit Élodie, la voix douce mais ferme. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un de spécial. La porte s'ouvrit et Madame Marie, son ancienne voisine, entra timidement dans la pièce. Elle avait changé, plus soignée, vêtue d'un blazer simple mais élégant, ses cheveux grisonnants bien coiffés. Madame, Marie est notre nouvelle formatrice en cuisine professionnelle, annonça Élodie. Ces pains et gâteaux, qui faisaient toujours le bonheur de notre quartier, aident maintenant d'autres femmes à gagner leur indépendance financière grâce à la gastronomie. La dame sourit, les yeux brillants d'émotion. À 65, je n'aurais jamais imaginé avoir une nouvelle carrière, enseigner à d'autres et les voir créer leur propre entreprise. Après la réunion, alors qu'ils parcourèrent les couloirs du projet, Antoine remarqua à Élodie combien l'atmosphère des lieux avait changé. Les murs, autrefois austères, affichèrent désormais des portraits des femmes accompagnées et de leurs projets. Le son des conversations et des rires résonnait depuis les salles de cours et les ateliers. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» dit-il en s'arrêtant devant un mur de photos. « Comment les enfants ont aussi été touchés par tout ça ?» Élodie sourit, sachant exactement de quoi il parlait. Lucas et Sophie avaient créé un club de lecture au lycée, inspiré par les histoires qu'ils entendaient des femmes du projet. Tous les samedis, ils se réunissaient avec d'autres élèves pour lire et discuter de livres sur la résilience et la transformation sociale. « Ils apprennent qu'ils peuvent faire la différence », répondit Élodie, « même en étant jeunes. » Cet après-midi-là, en rentrant à la maison, Élodie trouva une surprise qui l'attendait dans la résidence. Les enfants avaient organisé une petite exposition d'art sur la terrasse avec des dessins faits par eux et par d'autres enfants du projet, fils et filles des femmes accompagnées. « On a eu une idée, maman », expliqua Lucas, presque bondissant d'enthousiasme. « Et si on faisait des ateliers d'art pour les enfants pendant que leurs mères sont en cours ?» Sophie ajouta « Beaucoup n'ont personne pour garder leurs enfants. Et l'art nous aide à exprimer nos sentiments, non? C'est comme ça que j'ai commencé à aller mieux après tout ce qui s'est passé. » Élodie les serra dans ses bras, le cœur débordant de fierté. C'était incroyable de voir comment les enfants ne s'étaient pas seulement adaptés aux changements dans leur vie, mais participaient activement à la transformation de celle des autres. Antoine, arrivé juste après Élodie, observait la scène avec un sourire aux lèvres. Claire disait toujours que les plus grands changements commencent par les plus petites actions, commenta-t-il en se rapprochant du groupe. « Oncle Antoine !» Sophie courut l'embrasser. « Regarde le dessin que j'ai, fait de maman. » C'était un portrait délicat, représentant Claire au milieu d'un jardin fleuri. Mais le plus touchant, c'étaient des petites silhouettes autour d'elle. Élodie, Lucas, Antoine et Sophie elles-mêmes, tous main dans la main, formant un cercle de protection et d'amour. « Elle veille toujours sur nous, » expliqua Sophie doucement. « Sauf que maintenant, il y a plus de gens dans notre famille pour veiller les uns sur les autres aussi. » Un après-midi particulièrement mouvementé au nouveau départ, Élodie reçut une visite spéciale dans son bureau. Sandrine, l'ancienne secrétaire d'Antoine, avait apporté une boîte de documents trouvés lors de la réorganisation des bureaux de l'entreprise. « On a trouvé ça dans une vieille archive »,
expliqua Sandrine en posant la boîte sur le bureau. Ce sont des lettres et des notes de Madame Claire. On a pensé que tu devrais les voir. Parmi les papiers, Élodie trouva quelque chose qui lui fit s'arrêter le cœur un instant. Un journal. Les pages, remplies de l'écriture élégante de Claire, contenaient non seulement des comptes rendus du projet, mais aussi des réflexions profondes sur la famille, l'amour et la transformation. « Aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune mère », disait une des entrées, datée du jour où Élodie était arrivée pour la première fois au projet. « Il y a quelque chose de spécial en elle, une force qu'elle ne reconnaît pas encore. Son fils a les mêmes yeux déterminés. Quelque chose me dit qu'ils seront importants pour l'avenir que je rêve de construire. » Élodie ne put retenir ses larmes en lisant ces mots. C'était comme si Claire, d'une certaine manière, avait tout prévu. Le son des rires d'enfants envahit sa pièce. Lucas et Sophie venèrent d'arriver de l'école, accompagnés d'Antoine. C'était jeudi, le jour où ils déjeunaient toujours ensemble au projet. « Maman, tu ne vas pas croire !» s'exclama Lucas, les yeux brillants d'excitation. « Notre idée d'atelier d'art, la directrice du lycée veut mettre en place quelque chose. Il y a de similaire là-bas aussi. Elle a dit que nous pourrions créer un programme de bénévolat pour les jeunes. » Sophie ajouta « Et nous avons déjà 10 élèves qui veulent participer. Ils veulent aider d'autres enfants, comme nous le faisons. »« Ici !» Antoine sourit, ajustant sa cravate. « On dirait que nous avons une nouvelle génération d'agents de transformation sociale. » Élodie rangea soigneusement le journal de Claire dans le tiroir de son bureau. Elle regarda sa famille, car c'était ce qu'ils étaient devenus, une famille unie non par le sang, mais par le choix et l'amour, et ressentit une vague de gratitude. « Et si nous déjeunions dans le jardin aujourd'hui ?» suggéra-t-elle. « Il fait trop beau pour rester à l'intérieur. » Le jardin du projet était l'une des transformations les plus visibles des derniers mois. Ce qui était autrefois un espace abandonné était devenu un oasis urbain, avec des parterres de fleurs, un potager communautaire et des espaces de vie. Les femmes suivies par le projet s'y retrouvaient souvent pour partager leurs histoires et leurs rêves. En se dirigeant vers le jardin, ils rencontrèrent Jeanne, qui donnait un cours de jardinage à un groupe de femmes. En apercevant Sophie, elle sourit et fit un signe. « Venez voir ce que nous avons planté la semaine dernière », lança-t-elle. « Les graines que Sophie a choisies sont déjà en train de germer. » Le groupe s'approcha des parterres où de petites pousses vertes percèrent la terre sombre. Sophie s'agenouilla près d'eux, touchant délicatement les feuilles tendres. « Ce sont des tournesols », expliqua-t-elle fièrement. « Maman disait toujours qu'ils sont comme les gens. Ils cherchent toujours la lumière, même les jours nuageux. » Antoine posa sa main sur l'épaule de sa nièce, la voix empreinte d'émotion. « Ta mère serait si fière de toi, ma chérie. De nous tous. » Lucas, qui observait la scène, prit son sac à dos et en sortit son carnet de dessin. « Je peux faire un portrait de nous dans le jardin, avec les tournesols et tout le monde ensemble. »« Bien sûr, mon fils, » répondit Élodie en s'asseyant sur l'un des bancs. « En fait, je pense que nous devrions faire des copies de ce dessin. Il sera parfait sur le mur de mon salon, à côté de la photo de ta future remise de diplôme en art. » Les enfants rirent de la plaisanterie, mais il y avait une vérité dans les mots d'Élodie. Le futur qui semblait autrefois si incertain et effrayant s'ouvrait maintenant devant eux comme un chemin illuminé, plein de possibilités et d'espoir. L'auditorium du Nouvel Aube était complètement rempli ce soir spécial. C'était la première remise de diplôme des nouveaux cours professionnels, et l'air était chargé d'émotion et d'attente. Sur scène, Élodie ajustait le micro, sur le point de commencer son discours. « Il y a un an, » commença-t-elle, la voix claire et émue, « beaucoup d'entre vous sont entrés par ces portes en portant des rêves qui semblaient impossibles. Aujourd'hui, je vois dans vos yeux non seulement la réalisation de ces rêves, mais la certitude que d'autres encore plus grands sont possibles. » Au premier rang, Lucas et Sophie regardaient avec fierté. À leur côté, Antoine tentait de dissimuler l'émotion qui faisait briller ses yeux. Les enfants avaient insisté pour participer à l'organisation de l'événement, créant des décorations spéciales et même un documentaire avec des témoignages des diplômés. Mais ce soir n'est pas seulement une question de certificat et de réussite professionnelle, poursuivit Élodie. C'est une question de transformation, de découvrir que la famille n'est pas seulement ceux qui partagent notre sang, mais ceux qui choisissent de marcher à nos côtés. Madame Marie, désormais coordinatrice du cours de gastronomie,
applaudit avec enthousiasme. Sa petite entreprise de pâtisserie s'était transformée en une coopérative employant 5 autres femmes du projet. Après la cérémonie de remise des diplômes, alors que les familles se réunissaient pour des photos et des embrassades, Lucas tira Élodie dans un coin tranquille de l'auditorium. « Maman, dit-il, le visage soudain sérieux, je peux te dire quelque chose, mais tu dois promettre de ne pas le dire à oncle Antoine pour l'instant. » Élodie s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? » « Je l'ai vu hier dans son bureau, en train de regarder des bagues dans un magazine, murmura Lucas. Et ensuite, il a demandé à Sophie si elle pensait que tu aimerais une fête dans le jardin du projet. Le cœur d'Élodie fit un petit bond. Ces derniers mois, sa relation avec Antoine avait évolué subtilement. Entre les réunions de travail, les déjeuners en famille et les moments partagés à s'occuper des enfants, quelque chose de plus profond avait fleuri. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle doucement, observant la réaction de son fils. Le visage de Lucas s'illumina d'un sourire radieux. « Je trouve ça génial. Comme ça, on sera une vraie famille. Avec des papiers et tout !» Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Sophie arriva en courant, les yeux brillants d'excitation. « Tante Élodie, viens voir, une des diplômées t'a apporté un cadeau spécial. » C'était Juliette, une jeune mère arrivée au projet 6 mois, plus tôt avec seulement un sac à dos et des rêves interrompus. Maintenant diplômée du cours de design graphique, elle tenait un tableau entre ses mains. « C'est un cadeau de nous toutes », expliqua Juliette en dévoilant l'œuvre. C'était une magnifique collage numérique, mêlant des photos du projet à des extraits du journal de Claire. Au centre, une image d'Élodie avec les enfants se fondait délicatement, avec une vieille photo de Claire dans ce même jardin. Le véritable amour se multiplie, il ne se divise jamais, lut Juliette la phrase encadrant l'œuvre. Cette phrase était dans le journal de Madame Claire, et on a pensé qu'elle représentait parfaitement ce que tu as construit ici. Élodie serra Juliette dans ses bras, sentant les larmes couler librement sur son visage. Quand elle se recula, elle vit qu'Antoine s'était approché, observant la scène avec une expression mêlant admiration et quelque chose de plus, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. « Elle a raison, tu sais, » dit-il doucement, juste pour Élodie. « Tu n'as pas seulement continué le travail de Claire, tu l'as amplifié, tu lui as donné de nouvelles dimensions. » Les enfants se rapprochèrent, et pendant un instant, tous restèrent silencieux, admirant le tableau qui capturait si parfaitement l'essence de ce qu'ils étaient devenus, une famille qui grandissait non par division, mais par multiplication d'amour. Une semaine après la remise des diplômes, Élodie était dans son bureau au projet, en train de classer les rapports du semestre, quand Antoine frappa doucement à la porte. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, un mélange de nervosité et de détermination qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. « Tu as un moment ?» demanda-t-il en refermant la porte derrière lui. « Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Élodie désigna la chaise devant elle, essayant de contrôler le léger tremblement de ses mains. La conversation avec Lucas, le soir de la remise des diplômes, résonnait encore dans son esprit. « C'est à propos de l'avenir du projet, » commença Antoine, mais il y avait une hésitation dans sa voix qui laissait entendre que ce n'était pas exactement ce dont il voulait parler. « Et à propos de nous ?» Avant qu'il ne puisse poursuivre, un murmure dans le couloir attira leur attention. Les voix de Lucas et Sophie se rapprochaient, mêlées à d'autres voix enfantines. La porte s'ouvrit, révélant les enfants accompagnés d'un petit groupe de leurs camarades de l'école. Tous portèrent des pancartes colorées et des sourires complices. « Oups !» dit Lucas, feignant la surprise. « On ne savait pas que vous étiez en réunion. » Sophie, cependant, fit un pas en avant, son visage illuminé par un sourire qui rappelait beaucoup celui de sa mère. « En réalité, si, on le savait. C'est juste qu'on a une présentation spéciale à vous faire. » Les enfants s'alignèrent en demi-cercle, levant leurs pancartes une à une. Chacune portait une lettre, formant la phrase « Veux-tu m'épouser ?» Élodie porta les mains à sa bouche, les larmes commençant à perler dans ses yeux. Antoine, pris par surprise, laissa échapper un rire nerveux. « Ce n'était pas exactement comme ça que je l'avais imaginé, » admit-il en se levant. « Mais je crois que les enfants ont parfaitement saisi l'esprit de la chose. » De sa poche, il sortit une petite boîte en velours bleu. « Élodie, commença-t-il,
sa voix légèrement tremblante. « Quand Claire est partie, j'ai cru que je ne trouverais jamais quelqu'un qui comprenne si parfaitement le sens de la famille. J'avais tort. » Se mettant à genoux devant elle, il poursuivit. « Tu ne l'as pas seulement compris, tu l'as élargi. Tu nous as montré, à Sophie, à moi, à nous tous, que le vrai amour ne connaît ni limite ni convention. » Les enfants observèrent la scène, les yeux brillants d'excitation. Lucas tenait la main de Sophie, tous deux peinant à contenir leur émotion. « Ces derniers mois, tu as transformé non seulement le projet, mais nos vies. Tu as prouvé que la famille est quelque chose que l'on construit ensemble, avec amour, respect et dévouement. » Antoine ouvrit la boîte, révélant une bague délicate ornée d'une petite pierre bleue. « Élodie Souza, me ferais-tu l'honneur d'officialiser ce que nos cœurs savent déjà? Veux-tu m'épouser » Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde, mais sembla une éternité pour les enfants qui retenaient leur souffle. « Oui, » répondit Élodie, la voix étranglée par l'émotion. « 1000 fois oui. » L'explosion de joie fut instantanée. Lucas et Sophie coururent pour étreindre leurs parents, suivis par les autres élèves qui sautaient et célébraient. Dans le couloir, les employés et les bénéficiaires du projet, qui avaient évidemment participé à la conspiration, applaudissaient et souriaient. Antoine glissa l'anneau au doigt d'Élodie avec des mains tremblantes. La pierre bleue scintilla sous la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. « C'est de la couleur des yeux de maman », murmura Sophie. Elle disait toujours que le bleu est la couleur de la confiance et de l'amour vrai. Lucas serra son ami, désormais officiellement sa future sœur, dans ses bras. « Maintenant, nous sommes vraiment une famille complète. » Élodie regarda l'anneau à son doigt, les enfants enlacés, Antoine qui l'observait avec amour et gratitude. À cet instant, elle eut l'impression que Claire était là, souriante, bénissant cette union qui avait commencé d'une certaine manière, grâce à elle. Les mois précédant le mariage apportèrent une énergie particulière au nouveau départ. Les femmes du projet avaient pratiquement kidnappé les préparatifs de la fête en faisant un projet collectif qui rassemblait toutes les classes. « Ce n'est pas tous les jours que notre directrice se marie », déclara Madame Marie, en coordonnant désormais toute une équipe pour le buffet de la cérémonie. Ces élèves du cours de gastronomie testèrent des recettes spéciales, mêlant plats sophistiqués et comfort food qui avaient marqué les premières rencontres de la famille. Un après-midi particulièrement animé, Élodie trouva Sophie et Lucas assis dans le jardin du projet, penchés sur un cahier rempli de dessins et de notes. « Que préparez-vous » demanda-t-elle en s'asseyant à côté. « Des enfants, c'est une surprise », répondit rapidement Lucas, en essayant de cacher le cahier. Mais Sophie, avec un sourire énigmatique, décida de donner un indice. « Nous préparons quelque chose de spécial pour la cérémonie, quelque chose que maman aurait adoré. » Élodie sentit son cœur s'emplir de chaleur. C'était incroyable comment les enfants trouvaient toujours des moyens de garder la mémoire de Claire vivante à chaque moment important. Dans le bureau d'Antoine, les préparatifs prenaient une tournure différente. Il avait transformé le projet Nouveau Départ en une fondation indépendante, garantissant son autonomie et sa pérennité financière. « Je veux qu'il soit à toi », expliqua-t-il à Élodie en lui montrant les documents. « Pas comme une extension des affaires Lefebvre, mais comme l'héritage que toi et Claire avez bâti ensemble. » C'est lors de la signature de ces documents qu'Élodie trouva quelque chose de spécial, une vieille lettre de Claire adressée à elle, mais qui n'avait jamais été envoyée. L'enveloppe, jaunie par le temps, contenait des mots qui semblaient prémonitoires. « Chère Élodie, il y a des moments où nous pouvons sentir l'avenir se dessiner devant nos yeux. Aujourd'hui, en te voyant avec ton petit Lucas, j'ai vécu un de ces instants. J'ai vu en toi la même force que j'ai toujours cherché à éveiller chez les femmes qui viennent à nous, la capacité de transformer les difficultés en opportunités, de construire des ponts là où d'autres ne voient que des murs. J'ai une demande spéciale. Prends soin de mon frère Antoine. Sous cette apparence d'homme d'affaires inflexible se cache un cœur qui a besoin d'apprendre à faire confiance, à nouveau. Et veille sur ma Sophie. Montre-lui que la famille va bien au-delà des liens, du sang. Peut-être quand tu liras cette lettre ne serai-je plus là. Mais je le sais, avec la certitude que seul le cœur d'une mère peut avoir, que tu seras essentiel dans leur vie. Tu as le don de guérir les cœurs brisés et d'unir les âmes solitaires. Avec amour, Claire. Élodie ne put retenir ses larmes en lisant ces mots. C'était comme si Claire avait tout prévu.
comme si elle avait planté les graines de cette union bien avant que quiconque n'imagine qu'elle serait possible. Ce soir-là, pendant le dîner dans le penthouse, elle partagea la lettre avec Antoine. Les enfants qui écoutaient attentivement échangèrent des regards significatifs. « C'est pour ça que notre cadeau de mariage doit être parfait », déclara Sophie. « Ce sera une façon de remercier maman de nous avoir tous réunis. Et ce sera la meilleure surprise de tous les temps », ajouta Lucas, incapable de contenir son enthousiasme. Antoine serra Élodie dans ses bras, observant les enfants chuchoter avec animation sur leur projet secret. « Claire a toujours eu raison à ton sujet », murmura-t-il. « Tu as vraiment le don de rassembler les gens et de guérir les cœurs. » Dans le jardin du projet, les tournesols que Sophie avait plantés commençaient à fleurir, leurs visages dorés tournés vers le soleil, comme des témoins silencieux d'une histoire d'amour qui transcendait le temps et les circonstances. À la veille du mariage, le nouvel aurore grouillait d'activité. Le jardin avait été transformé en un décor de contes de fées, avec des milliers de lumières délicates, entrelacées dans les branches des arbres, et des chemins marqués par des lanternes artisanales créées par les femmes du projet. Élodie était dans sa salle, organisant les derniers détails, lorsque Jeanne entra en portant une vieille boîte. « J'ai trouvé ça dans les archives », dit-elle en posant la boîte sur la table. « Je pense que tu dois voir ça avant la cérémonie. » À l'intérieur de la boîte se trouvaient des dizaines de vieilles photos du projet, toutes prises par Claire. Parmi elles, Élodie en trouva une qui lui coupa le souffle. C'était une photo d'elle, bien plus jeune, tenant Lucas bébé, tandis que Claire portait Sophie petite. Les deux enfants, même si jeunes, semblaient se sourire l'un à l'autre. Claire disait souvent que cette photo était spéciale, commenta Jeanne. Elle disait qu'il y avait quelque chose de magique dans la façon dont les enfants se regardaient, comme s'ils savaient déjà qu'un jour, ils seraient une famille. Dans l'appartement des enfants, Lucas et Sophie finalisaient les préparatifs de leur surprise spéciale. Ils avaient transformé le journal de Claire en une présentation multimédia, combinant des extraits de ses mots avec des musiques et des images du projet au fil des années. « Tu crois qu'ils vont pleurer ?» demanda Lucas en ajustant le volume d'une des musiques. « J'en suis sûr », répondit Sophie avec un sourire, « mais ce seront des larmes de bonheur. » Antoine, dans son bureau, préparait aussi une surprise. Avec l'aide de son équipe juridique, il avait finalisé les documents qui officialiseraient non seulement son mariage avec Élodie, mais aussi l'adoption mutuelle des enfants. Lucas deviendrait officiellement un Lefebvre et Sophie porterait désormais le nom de Souza. Quand Élodie rentra chez elle ce soir-là, elle trouva un mot accroché à la porte de son appartement. C'était une invitation des femmes du projet pour un moment spécial le lendemain matin, avant la cérémonie. « Nous voulons te préparer pour ton grand jour », disait le mot signé par toutes les coordinatrices des cours. Chacune d'entre nous contribuera avec un petit détail pour rendre ce moment encore plus spécial. Dans la suite d'Antoine, il trouva les enfants endormis sur le canapé, entourés de papiers, de photos et d'équipements électroniques. Prenant soin de ne pas les réveiller, il les couvrit d'une couverture et embrassa leur front. « Ils ont travaillé toute la journée sur la surprise », commenta Madame Carmen, apparaissant silencieusement depuis la cuisine. « Je n'ai jamais vu deux enfants aussi dévoués à un projet. » Antoine sourit, observant les visages sereins de Lucas et Sophie. Ils sont la preuve vivante que Claire avait raison. La famille, c'est bien plus que des liens du sang. C'est un choix, c'est de l'amour, c'est du dévouement. Dans le jardin du projet, les derniers préparatifs s'achevaient sous la lumière de la lune. Les fleurs, spécialement choisies par Sophie, incluaient non seulement les tournesols qu'elle aimait tant, mais aussi des roses blanches, les préférées de Claire. Une brise légère faisait danser les lanternes suspendues, créant un jeu d'ombre et de lumière qui semblait glisser entre les feuilles. C'était comme si le jardin lui-même attendait avec impatience la célébration du lendemain. Dans sa chambre, Élodie rouvrit une dernière fois la lettre de Claire, relisant ces mots qui semblaient désormais encore plus significatifs. Demain, elle ne se marierait pas seulement avec Antoine. Elle officialiserait une union qui existait déjà dans leur cœur, une famille formée par l'amour, la compréhension et la capacité de voir au-delà des apparences. « Tu avais raison, Claire », murmura-t-elle dans la nuit. « La famille, c'est vraiment bien plus que des liens du sang. C'est choisir d'aimer chaque jour, même quand c'est difficile. C'est construire des ponts
et abattre des murs. C'est transformer des étrangers en parents du cœur. Le matin du mariage apporta un soleil radieux qui illumina le jardin du nouveau jour, faisant briller les tournesols comme de petits soleils dorés. Élodie arriva tôt au projet, comme l'avaient invité les femmes, et fut accueillie par un comité spécial de fées marraines. Juliette, la graphiste diplômée de la dernière promotion, avait créé un espace spécial pour la préparation de la mariée, transformant l'une des salles en un véritable atelier. Les murs étaient décorés de photos qui racontaient l'histoire du projet, de Claire et de la nouvelle famille qui s'était formée. Chacune d'entre nous a préparé quelque chose de spécial, expliqua Madame Marie, guidant Élodie vers un fauteuil décoré de fleurs. Parce que tu n'es pas seulement notre directrice, tu es l'exemple vivant de ce que Nouvelle Aube représente. Une à une, les femmes s'approchèrent avec leurs cadeaux. Le maquillage fut réalisé par Anne, qui avait obtenu son diplôme en santé esthétique. La coiffure était l'œuvre de Patricia, coiffeuse fraîchement diplômée, qui avait désormais son propre salon. Le bouquet fut créé par Marguerite, qui avait transformé son amour des fleurs en une entreprise florissante d'arrangements floraux. Pendant ce temps, dans l'appartement d'Antoine, les enfants finalisaient les derniers détails de leur surprise. Lucas ajustait son nœud papillon devant le miroir, tandis que Sophie arrangeait pour la 10e fois la couronne de fleurs dans ses cheveux. « Oncle Antoine » appela Sophie, sa voix soudainement sérieuse. « Tu crois que maman voit tout ça ?» Antoine s'agenouilla près de sa nièce, ajustant tendrement une fleur qui s'était détachée de sa couronne. « J'en suis certain, ma chérie. En vérité, je crois qu'elle a tout planifié bien avant que quiconque d'entre nous ne l'imagine. » De cette retour au projet, lorsqu'Élodie enfila enfin sa robe, une création délicate réalisée par 3 diplômés du cours de couture, un silence ému remplit la pièce. La robe, d'un ton doux d'ivoire, était ornée de détails brodés qui racontaient subtilement l'histoire de Nouvelle Aube, de petites tournesols, des livres ouverts, des mains entrelacées. « Il y a encore une chose, » dit Madame Jeanne, s'approchant, avec une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un délicat collier de perles. Il appartenait à Claire. Elle disait toujours qu'un jour, il devrait être porté par quelqu'un qui comprendrait véritablement le sens de la famille. Lorsque l'horloge sonna 4 heures de l'après-midi, le jardin était rempli d'invités, bénéficiaires du projet, anciennes et actuelles, partenaires, amis, tous ceux qui avaient fait partie de cette extraordinaire aventure. La musique commença doucement, une mélodie spécialement composée par l'un des professeurs de musique du projet. Lucas et Sophie entrèrent en premier, portant une banderole où était écrit « L'amour se multiplie ». Derrière eux, d'autres enfants, fils et filles des bénéficiaires du projet, dispersaient des pétales de roses blanches et des mini-tournesols. Antoine attendait devant l'autel improvisé, sous une arche de fleurs où les tournesols de Sophie se mêlaient harmonieusement à des roses blanches. Son visage s'illumina lorsqu'Élodie apparut, marchant dans l'allée formée entre les chaises. Mais avant qu'elle n'atteigne l'autel, Lucas et Sophie demandèrent la parole. C'était l'heure de la surprise qu'ils avaient préparée avec tant de soin. Les lumières du jardin s'atténuèrent doucement et une projection commença sur un grand écran discrètement installé entre les arbres. Sur l'écran, des images. Du journal de Claire apparurent, ces mots se transformant en fleurs animées qui dansaient à l'écran. La voix de Sophie, enregistrée avec tant de soin, commença à lire « Chers amis et familles, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage, nous célébrons un miracle de l'amour. Un miracle qui a commencé il y a de nombreuses années, lorsqu'une jeune mère célibataire et son petit-fils ont trouvé l'espoir dans un projet social. La présentation des enfants continua, mêlant des extraits du journal de Claire avec des photos et des moments marquants de l'histoire, de la famille. Les dernières images montraient Élodie retrouvant Sophie cette nuit d'orage, Lucas offrant son oreiller de Superman, les premiers sourires partagés, jusqu'à arriver au moment présent. Il n'y avait pas un œil sec dans le taille. Jardin lorsque la présentation prit fin. Antoine tenait la main d'Élodie, tous deux trop émus pour parler. Ce fut Sophie qui brisa le silence, d'une voix claire et confiante. Maman disait toujours que l'amour véritable est comme un tournesol. Il cherche toujours la lumière et grandit vers le soleil. Aujourd'hui, nos cœurs sont comme un jardin rempli de tournesols, tous grandissant ensemble, tous cherchant la même lumière.
Le célébrant, ému, dut prendre un moment pour se ressaisir avant de poursuivre la cérémonie. Lorsque vint le moment des vœux, Élodie et Antoine choisirent quelque chose de différent. Ils invitèrent les enfants à y participer. « Je promets », commença Antoine, « non seulement d'aimer et de respecter Élodie, mais aussi de perpétuer l'héritage de Claire à travers l'amour que nous construisons ensemble. Je promets d'être non seulement un mari, mais aussi un père pour Lucas, comme il est déjà un fils pour moi. » Élodie, tenant les mains d'Antoine, répondit « Je promets d'honorer cet amour qui nous a unis de manière si inattendue. Je promets d'être non seulement une épouse, mais aussi de continuer à être une mère pour Sophie, gardant toujours dans mon cœur les enseignements de Claire sur le vrai sens de la famille. » Lucas et Sophie s'approchèrent, portant les alliances sur un petit coussin brodé de tournesol. « Et nous promettons, dirent-ils ensemble, de toujours être une famille, dans les bons comme dans les mauvais moments, de prendre soin les uns des autres et de garder vivant le rêve de tante Claire. » Après l'échange des alliances et le traditionnel baiser des mariés, une dernière surprise attendait tout le monde. Des centaines de lanternes en papier furent distribuées aux invités. Chacune portait un mot: amour, famille, espoir, transformation, renaissance. À la nuit tombée, tous se rassemblèrent dans le jardin pour lâcher les lanternes. Le ciel se remplit de petits points lumineux, chacun portant un vœu, une promesse, qu'un souvenir. La dernière lanterne, plus grande que les autres, fut lâchée par Lucas et Sophie ensemble. Ils y avaient écrit un message spécial. « Merci, tante Claire, d'avoir planté les graines de cet amour. » Des mois plus tard, l'aube nouvelle s'était encore étendue. De nouveaux centres avaient ouvert dans d'autres villes, apportant espoir et opportunité à davantage de familles. Élodie et Antoine avaient transformé leur histoire en inspiration pour d'autres, montrant que l'amour véritable a le pouvoir de transcender toutes les barrières. Lucas et Sophie, maintenant officiellement frères et sœurs, continuèrent leur club de lecture à l'école, inspirant d'autres jeunes à faire la différence dans leur communauté. Les tournesols dans le jardin du projet continuaient de fleurir, saison après saison, témoins silencieux d'une histoire qui avait commencé par un acte de compassion par une nuit d'orage. Dans son bureau à l'aube nouvelle, Élodie gardait en évidence cette première photo que Claire avait prise, lorsque Lucas et Sophie n'étaient que des bébés. À côté, une nouvelle photo du jour du mariage montrait la famille au complet, des sourires radieux illuminant chaque visage. Et sur les murs de l'aube nouvelle, une phrase de Claire désormais immortalisée en lettres dorées continuait d'inspirer tous ceux qui entraient. « L'amour véritable se multiplie, jamais il ne se divise. »